Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, est provisoirement sorti de l'impasse. Mais le gouvernement canadien reste prudent. Clap de fin pour la COP 22. Pendant 11 jours, la ville de Marrakech, au Maroc, a accueilli des participants qui ont plongé sur la problématique du réchauffement climatique. Tous se sont accordés sur le fait qu'il faut trouver un nouveau modèle de développement. Dans cette édition, nous aurons un entretien avec le maire et député de l'Aube. Jean-Claude Mathis nous parlera de la problématique des différentes campagnes électorales pour la présidentielle en France et aux États-Unis. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Le plus grand sanctuaire marin au monde sera créé en Antarctique. Un accord inédit entre l'Union européenne et 24 autres pays a été signé récemment à Sydney. La Russie a donc finalement levé son veto. Ainsi, 1,55 million de superficie sera interdit à la pêche pour protéger les espèces animales menacées. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. Au moins 20 personnes sont mortes et plusieurs dizaines blessées au Pakistan. C'était suite à une collision de 2 trains de passagers jeudi matin dans une gare de Karachi, la plus grande ville de cet État. Le trafic ferroviaire a, à cet effet, été suspendu entre cette mégalopole portuaire du sud et le reste du pays, tandis que le principal hôpital, Jani Hospital, a été placé en état d'urgence. Toujours au Pakistan, l'opposition a renoncé à bloquer les rues d'Islamabad mercredi, se déclarant satisfaite d'une décision de justice ouvrant la voie à une enquête pour corruption contre la famille du Premier ministre Nawaz Sharif. États-Unis, 2 policiers se trouvant chacun dans sa voiture de patrouille ont été tués dans des embuscades. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dans l'État de l'Iowa, au centre du pays. Selon l'annonce faite par les autorités américaines, le premier policier a été retrouvé mort à 1h de la nuit, 6h du matin GMT. Le second agent a été retrouvé 20 à 30 minutes plus tard. Au Yémen, des milliers de partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi ont manifesté jeudi dans le sud et le centre du pays contre le plan de l'Organisation des Nations Unies destiné à mettre fin à la guerre civile courante depuis 19 mois. Ces manifestations ont eu lieu peu avant l'arrivée dans la capitale Sanaa du médiateur de l'ONU Ismail Ould Cheikh Ahmed. Le président Mansour Hadi, exilé en Arabie Saoudite, a rejeté quelques jours auparavant ce plan de paix et refusé d'en recevoir copie des mains de l'émissaire onusien. Manifestation aussi à Téhéran en Iran. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'ancienne ambassade américaine pour l'anniversaire de l'occupation pendant 444 jours de cette ambassade par des étudiants islamiques qui avaient retenu en otage plus de 50 personnes en 1979. Des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés par les manifestants, comme chaque année lors de cette célébration. Israël, des dizaines de manifestants réclamant les mêmes droits de prière pour les femmes que les hommes au mur de lamentation à Jérusalem se sont empoignés mercredi avec des juifs orthodoxes ayant essayé de leur barrer l'accès au site. Le mouvement Les Femmes du Mur, à l'origine de cette manifestation, se bat depuis des années pour obtenir le droit actuellement réservé qu'aux hommes de prier et de lire la Torah collectivement et à haute voix devant le mur de lamentation et de porter la châle de prière. Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II a salué mardi le courage et la persévérance du président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts de réconciliation avec la guérilla des FARC. C'était lors d'un banquet qu'elle offrait en l'honneur de cet hôte de marque au palais Buckingham. C'est mardi en effet que le président colombien a entamé une visite de 3 jours au Royaume-Uni avec un déplacement prévu en Irlande du Nord. Le pape François a quitté la Suède mardi après une visite de 2 jours dans ce pays. Il y a participé au lancement de l'année du 500e anniversaire de la réforme protestante du moine Martin Luther, excommunié de l'Église catholique au XVIe siècle.
Avant son départ, le Saint-Père a célébré la messe de la Toussaint pour la minuscule communauté catholique de ce pays protestant où les pratiques chrétiennes sont très modernisées et très démarquées de la doctrine. L'édition 2016 du Salon de l'aéronautique de Zhuhai en Chine, la plus grande de l'histoire, a ouvert ses portes en semaine. Occasion pour l'Empire du Milieu de présenter de nouveaux véhicules blindés, des systèmes missiles anti-aériens, des drones et avions de chasse fabriqués dans le pays. Ce salon a permis à Pékin de montrer sa force de frappe à un public chinois enthousiaste et des participants de 42 pays. Chaotique et violente, voilà comment souvent sont perçues les villes africaines. Une vision pour le moins caricaturale. À quoi pourrait ressembler le regard ou alors le visage des villes africaines demain? Le regard de l'architecte Pierre Saab. Comme le continent africain maintenant est, on va dire, dans un état brut, il faut que l'urbanisation du continent africain tienne compte de tout ce qu'on a fait en avancée par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qu'on a gagné au niveau des connaissances énergétiques et autres, architecturales, les matériaux, tout ça, il faut que ça soit appliqué au continent africain. Je vous donne un exemple. En Europe maintenant, on est en train de réhabiliter des appartements, des logements, on va dire 100 logements, 200 logements, des barres de logements pour les rendre moins énergivores. Si on construit en Afrique maintenant, il faut commencer directement par construire des bâtiments, vraiment disons à basse consommation, faire des projets, si c'est du tertiaire, faire des projets avec des matériaux qui utilisent également l'énergie solaire pour tout ce qui est, disons, électricité et eau chaude et même, disons, on peut puiser dans le sol pour avoir du chauffage. Mais je pense qu'en Afrique, vous n'avez pas besoin de chauffage parce que la température est assez importante. Je pense que c'était plus l'Europe et les États-Unis un terrain d'expérimentation que l'Afrique doit profiter pour partir sur des bonnes bases, carrément, disons, avec tous les matériaux et toutes les énergies renouvelables qu'on a actuellement. L'Afrique est très riche, comme je vous ai dit, au niveau solaire et au niveau eau. C'est un continent très riche. Il faut profiter de cette richesse-là pour le reconstruire, ou plutôt le construire, parce qu'il a été construit, mais vraiment avec des moyens très rudimentaires. Et là, disons, il y a la possibilité de partir sur de bonnes bases pour faire des villes, des villages. Je ne veux pas dire qu'on va faire des tours, mais il faut respecter, disons, la nature, en même temps, disons, respecter ce qu'on a appris et ce qu'on a fait comme recherche au niveau économie d'énergie et au niveau également les richesses que l'Afrique a. Jean-Claude Matisse, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la CRTV, la radio-télévision nationale camerounaise. Commençons par recueillir votre sentiment sur la primaire de la droite et du centre en France. 7 candidats sont en liste et on constate que ces candidats ne se font pas prier pour s'invectiver sur le passé respectif et que les programmes sont quelque peu mis entre parenthèses. Est-ce que vous partagez cet avis? Disons que c'est la première fois que la droite et le centre organisent des primaires, puisque jusqu'à ces derniers temps, c'était surtout le premier tour de la présidentielle qui servait de primaire, c'est-à-dire le premier tour éliminait un certain nombre de candidats, et donc comme seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix se présentaient pour le deuxième tour, maintenant il a été presque nécessaire d'organiser des primaires parce que avant c'était surtout bloc contre bloc, c'est-à-dire vous aviez la gauche, vous aviez la droite. Mais maintenant, c'est plutôt 3 blocs en France. Vous savez, vous avez
l'extrême droite, vous avez la droite et le centre, et vous avez la gauche en général. Et si vous voulez avoir toutes les chances d'être présent au deuxième tour, il faut éviter qu'il y ait une multitude de candidatures pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est pourquoi les différents états-majors des partis politiques ont pensé que c'était le moyen le plus démocratique possible pour sélectionner son champion qui aura toutes les chances d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. En tout cas, ce que nous constatons, c'est que cette primaire de la droite et du centre se déroule un tout petit peu comme la campagne présidentielle aux États-Unis, où les deux candidats passent également tout leur temps à s'invectiver et que les programmes sont totalement mis entre parenthèses. C'est une impression peut-être que vous avez. Bien sûr, une campagne électorale, c'est toujours assez, j'allais dire, c'est toujours assez tendu, hein, il faut arriver. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les candidats n'exposent pas leur programme. D'ailleurs, tous les principaux candidats, notamment les 4 ou 5, puisqu'il y en a 7 quand même de candidats, les 4 ou 5 ont tous écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages où ils ont très très bien défini leur programme. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'ils n'insistent pas trop sur leur programme. D'accord, restons aux États-Unis pour continuer à commenter cette campagne présidentielle qui est en train de s'achever. Beaucoup d'analystes estiment déjà que c'est la pire des campagnes depuis le XXe siècle. Le déroulement de la campagne aux États-Unis, on suit ça de loin par médias interposés, si vous voulez. Mais bon, les quelques images qu'on a pu voir et les quelques échanges qui ont pu avoir lieu entre donc la candidate et le candidat, c'est vrai que ça atteint quand même un niveau, bon, on n'en est encore pas là en France, hein. C'est loin quand même les États-Unis pour nous, hein. On ne suit pas ça au quotidien, on suit ça un peu de loin, et encore une fois par médias interposés, donc on ne connaît que des images qu'on veut bien nous transmettre, quoi, hein. Voilà, notons quand même que les États-Unis se révèlent comme étant un pays assez particulier. Le fameux Yes Weekend continue de donner de l'espoir après un président noir, ce ne serait que par la peau. On est en passe d'avoir une présidente à la tête de ce pays. C'est assez surprenant quand même. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Bon, encore une fois, on attendra encore quelques jours pour savoir. Donc si vraiment... Vous ne croyez pas au sondage alors? Au sondage, vous savez que moi, d'après les derniers... Oui, mais les derniers sondages qu'on peut nous communiquer, c'est 6-7 points d'écart. Vous savez, 6-7 points, c'est pas beaucoup, hein, 6-7 points, parce que c'est tout juste la marge d'erreur, hein, puisque 6-7 points, vous divisez, par exemple 6 points, vous divisez par 2, ça fait que 3 points, et d'un côté ou de l'autre. Voilà, mais bon... Donc vous préférez rester prudent? On peut rester prudent, voilà. Mais allez, on va dire que Hillary Clinton a toutes ses chances d'être élue, mais voilà, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Des voix se font déjà entendre, ça et là, en se disant, si jamais on avait une femme à la tête du pays le plus puissant du monde, peut-être qu'avec sa touche féminine, avec sa fibre maternelle, ce monde se porterait mieux, ce monde qui est plutôt porté vers la violence. D'autant plus qu'Hillary Clinton, en plus d'être une femme, bien entendu, elle a quand même une expérience, de par déjà le positionnement de son mari, qui a été 2 mandats de suite président des États-Unis, et elle-même, elle a été sénatrice, elle a été aussi ministre des Affaires étrangères, donc elle a quand même une très très grande expérience, et je crois que ça serait... au-delà de l'image, du symbole, etc., ça serait quand même quelqu'un qui a une très bonne connaissance du milieu politique déjà américain, mais aussi du milieu politique international. Nous attendons tous de vivre cette expérience, mais pour les plus sceptiques, ils estiment que ce sera un tout petit peu difficile parce qu'en matière de relations internationales, un pays ne change pas de politique étrangère, d'autant plus que ce pays ne change pas de géographie. Donc, la réelle politique rattrapera très vite le futur 45e président des États-Unis. Ne change pas brutalement ou d'emblée de position. C'est au fur et à mesure des événements qui peuvent se passer dans le monde, etc., que la politique s'adapte ou peut changer. Mais bon, les grandes lignes restent quand même...
les grandes lignes acquises au fil des années. Hein. Revenons en France pour nous intéresser à nouveau au sondage qui donne le président actuel, François Hollande. Ces sondages indiquent qu'il est au plus bas dans les sondages, en effet, et malheureusement, aucun candidat du côté socialiste ne se démarque. Est-ce que cela signifie que le Parti socialiste est dans l'impasse aujourd'hui? Ça, c'est assez exceptionnel aussi. Regardez aux États-Unis, où il y a longtemps que les primaires existent aux États-Unis. Hein. Par contre, quand il y a un président sortant qui manifeste son intention de se représenter, on n'organise pas de primaire. Hein. Alors qu'en France, le président Hollande a quand même, de par les différents discours qu'il prononce, son comportement, etc., a donné la forte impression qu'il avait envie de refaire un deuxième mandat. Et eu égard donc à l'ambiance, au climat, aux sondages qui ne sont pas favorables du tout, le Parti socialiste a décidé d'organiser une primaire qui va se passer fin janvier. Hein. Donc c'est déjà un signe de l'affaiblissement considérable du président de la République en place. Mais enfin, à partir des primaires, si les primaires s'organisent dans, j'allais dire, dans un climat, bien sûr, un climat qui va être très tendu, mais en toute transparence, on va dire ça comme ça, et le candidat socialiste qui gagnera les primaires, eh bien, tout le monde sera derrière lui également, je pense. Hein. Et votre parti n'est guère mieux loti. Chez les Républicains également, on note une espèce de guerre intestine. C'est la campagne, mais vous savez, parmi les députés, il y a bien sûr des soutiens aux différents candidats, et je vous assure, quand on se retrouve ensemble, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc ça, c'est plus peut-être une image qui est transmise à travers les médias, etc. Mais moi, je suis persuadé, d'ailleurs, à la question que les journalistes ont posée lors du débat où tous les candidats étaient derrière un pupitre, etc., chaque candidat s'est bien engagé publiquement et à la télévision de soutenir celui qui gagnerait la primaire. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est tout le monde derrière le gagnant. Et vous pensez donc qu'au terme de cette campagne, les deux candidats qui se combattent de manière farouche, pour ne pas les nommer, Sarkozy, Juppé, ces candidats-là peuvent se réconcilier? Ah ben j'espère que dès la primaire passée, dès le 27 novembre, je ne parle même pas de l'élection présidentielle, dès la primaire, que ce soit X ou Y qui gagne la primaire, tout le monde derrière lui. Il y aura quelques marginaux au niveau des électeurs, peut-être quelques marginaux. D'aucuns disent, si ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui gagne la primaire, moi je voterai plutôt Front National à l'élection présidentielle. Mais ça, ce sont des marginaux, ça c'est pas... Voilà, bien sûr, il ne faudrait pas qu'ils soient trop nombreux parce que ça pourrait changer le résultat des élections, mais j'y crois pas. Il y en a qui ne pensent pas comme vous, qui se disent quand même qu'il y a quand même une montée de l'extrême droite en Europe, pas simplement en France. Oui. Mais vous voyez, puisqu'on parlait des sondages, moi je préfère parler des enquêtes d'opinion, parce qu'un sondage, c'est fait sur 1000 ou 1200 personnes, parce que vous avez des enquêtes d'opinion qui sont faites sur plusieurs milliers de personnes, voire 10, 20, 15, 20 000 personnes. À l'heure actuelle, si on en croit encore une fois à ces enquêtes d'opinion, le candidat on a une certitude à l'heure actuelle, c'est que Marine Le Pen sera présente au deuxième tour. Hein. Alors, tout dépend du candidat de droite qui lui sera opposé. À l'heure actuelle, les enquêtes d'opinion donnent Alain Juppé comme étant le candidat qui risque de faire le plus fort pourcentage au premier tour. 28, 30, 31. Marine Le Pen, 25, 26, 27, 28. Donc déjà, vous voyez l'image que ça peut déjà donner. Si vous avez un premier tour de l'élection présidentielle qui se passe en France, et d'un seul coup, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête, même d'1% devant le candidat suivant. Vous voyez, internationalement parlant, comment les médias regardaient la France, extrême droite, des fascistes, etc. Par contre, si Marine Le Pen arrive deuxième, c'est déjà d'autres commentaires. Et toutes les enquêtes d'opinion donnent Alain Juppé vainqueur entre 65 et 70% par rapport à Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne dépasserait pas les 30-35% au deuxième tour. Si c'est Alain Juppé, par contre, quel que soit l'autre candidat, ce sera beaucoup plus.
Ça, c'est aussi important. Parce que ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne le Front National, c'est qu'il y a 2 Fronts Nationaux en France. Il y a le Front National du Nord et de l'Est de la France. Le Nord et l'Est de la France, c'était des régions très industrielles, les mines de charbon, les mines de fer, la sidérurgie, etc. Et beaucoup de personnes qui travaillaient dans ces secteurs d'activité étaient plutôt des gens de gauche, voire des communistes. Et ces gens-là votent depuis extrême droite. Et puis vous avez le Front National du Sud. Le Front National du Sud, ce sont des descendants de pieds noirs. Vous savez, les pieds noirs des gens d'Afrique du Nord qui sont... vous avez des gens... des retraités, des retraités qui ont eu des activités à Paris ou ailleurs et qui ont voulu passer leur retraite au soleil, donc des gens qui ont les moyens. Et ces 2 fronts nationaux-là ne s'entendent pas. Et si demain, le Front National fait 30% par exemple au 2e tour, c'est un échec pour eux. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte là, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, qu'ils n'arriveront jamais à dépasser le plafond de verre et le Front National va éclater. Et pourquoi ces deux-là ne s'entendent pas? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la ligne. Regardez, vous avez Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen qui sont déjà pas du tout d'accord sur la même ligne. Voilà, vous maintenant, en tant que citoyen français, j'aimerais savoir quelle est votre vision de la France de demain? Quelle est ma vision de la France de demain? Moi, le gros problème qu'on a en France, on a une technologie formidable, des avions, etc. Notre gros problème, c'est que nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs parce que les charges qui pèsent sur les entreprises, aussi bien les charges sociales, les impôts, la fiscalité, etc., est beaucoup trop forte. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, une entreprise française qui fabrique, je sais pas moi, ce genre de bureau, par exemple, et vous prenez une entreprise allemande qui fabrique le même genre de bureau, eh bien l'entreprise allemande est capable de mettre sur le marché ce bureau-là à un prix inférieur que l'entreprise française. Et le client, l'acheteur, il achètera plutôt le bas, puisque c'est le même, en gros, c'est la même. Voilà notre gros problème. Il faut absolument, parce qu'on est les champions en Europe, des charges sur les entreprises. Donc voilà. Et puis alors, je crois qu'on a la matière intellectuelle, on a pour réussir, si vous voulez, mais on a un problème de charge. On a un autre problème qui est important en France, c'est qu'on a une fonction publique qui est quand même pléthorique. Regardez, en France, 65 millions d'habitants, j'arrondis, pratiquement 6 millions de fonctionnaires. Je parle de toute catégorie de fonctionnaires, d'État, collectivités territoriales, hospitaliers, etc. L'Allemagne, 85 millions d'habitants, 4 millions de fonctionnaires. Et l'Allemagne n'est pas moins bien administrée que la France. Donc vous voyez, je crois que là, il y a des dépenses publiques qui sont beaucoup, beaucoup trop élevées. Et 70-75% de la dépense publique, c'est quand même pour payer les salaires des fonctionnaires, leurs retraites, etc. Parce que quand vous embauchez un fonctionnaire, vous l'avez pour 50 ans. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. En Afrique, nous avons l'impression que la France se replie sur elle-même, estime que ce sont les réfugiés qui sont à la source de leur malheur. Pourtant, votre voisin, l'Allemagne, on se rend bien compte que l'Allemagne les accueille plutôt bien. Le problème est un peu différent en Allemagne qu'en France. D'ailleurs, Mme Merkel, elle a fait un peu marche arrière, puisque c'était un peu aussi une façon de faire oublier l'idéologie qu'on a connue, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et l'Allemagne a un problème différent de la France parce que c'est un problème démographique. Vous savez que la France, on a plutôt un taux de natalité, un des meilleurs d'Europe d'ailleurs, 2,1 enfants par femme, alors que les Allemands, c'est un gros problème. Regardez, si le chômage en Allemagne est vraiment bien contenu, c'est parce qu'en Allemagne, quand une génération part en retraite, pour remplacer cette génération, il manque grosso modo 150 000 personnes. Vous voyez, il part tant de centaines de milliers de personnes en retraite, pour les remplacer sur le marché du travail, il en manque 150. En France, c'est le contraire. Il faudrait créer 150 000 emplois nouveaux de plus en France
pour arriver à donner du travail à tous ceux qui arrivent en âge de travailler. Donc c'est complètement contraire. Hein. Donc ce qui veut dire que l'Allemagne, depuis très longtemps, a aussi eu besoin de main-d'œuvre étrangère. Et notamment, ça a été la Turquie, des gens qui sont venus travailler en Allemagne, etc. Donc voilà. Alors, comme disait il y a longtemps déjà Michel Rocard, c'est-à-dire que la France, qui a d'ailleurs une tradition d'accueil, etc., qui date de la Révolution, le pays des droits de l'homme et du citoyen, mais il arrive un moment où il faut quand même se dire, bon voilà, tous ces gens qui arrivent, il faut quand même les accueillir convenablement, hein. Il faut quand même les héberger, et il faut, autant que faire se peut, pouvoir leur trouver du travail. Hein. Et quand on sait les problèmes économiques qu'on a en France, donc c'est un peu compliqué. Hein. Par contre, je suis moi assez satisfait de voir que, quoi qu'on en dise, même s'il y a quelques braillards comme ça, la France reste quand même, et le citoyen français, c'est quand même quelqu'un de généreux. Hein. Vous voyez, je vois quand même, par exemple ici, hein, ici vous êtes dans un organisme logement social ici, hein, Aube Immobilier, où on gère 11 000 logements à travers le département. Eh bien, on a été invité par Madame la préfète, c'est une préfète ici, nous a dit voilà, pour la jungle de Calais, hein, le département de l'Aube, il faut accueillir 100 et quelques, 150, je crois, 150 migrants. Eh bien, vous avez à tel endroit des logements disponibles, etc. Ok, alors bien sûr, nous, ok, mais faut-il encore que là où se situent les possibilités d'hébergement, c'est situé dans une commune, faut-il encore que les responsables de la dite commune, alors tout ça c'est bien sûr beaucoup de diplomatie, beaucoup de discussions, etc. Les migrants ont allé à 95%, et ça je vous parle de tout le territoire national, ils ont été bien accueillis. Jean-Claude Mathis, merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je vous en prie. Un tour dans le monde, point final. Je vous remercie de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.